Hello tout le monde et bienvenue à vous sur ce nouveau Morning Live. Donc on va faire le brief du mercredi 12 mars. On perd pas de temps, on démarre directement. Bah écoutez, là on a le Nasdaq à l'écran, mais on va commencer. Ouais, je vais vous montrer l'euro-dollar. L'euro-dollar, moi il y a un truc qui me saute aux yeux sur l'euro-dollar, c'est impressionnant ce que le marché est en train de pricer sur l'euro-dollar. Donc là ici en vert, on a une résistance hein, qui pour le coup date un petit peu et qui avait été cassée très 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 violemment le 6 novembre 2024. Alors, cette date du 6 novembre 2024, je pense qu'elle n'est pas inconnue à vos oreilles. Donc, 6 novembre 2024, c'est en fait la date de l'investiture de Trump. À partir de cette investiture, on a eu donc un dump hein, sur l'euro-dollar, ou plus simplement un pump sur le dollar, et le dollar s'est renforcé très 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 fortement. Donc depuis l'investiture de Trump. Si on regarde un tout petit peu en détail, donc investiture de Trump, on a pris sur le dollar quasiment 7%. Donc le dollar a repris sur l'euro 7% au moment depuis l'investiture de Trump. Donc on va dire entre l'investiture, donc début novembre, et puis au mieux, hein, ça a été le 13 janvier, donc mi-janvier. Voilà, donc en 2 mois de temps, le dollar a pris 7%. Et voilà, donc ensuite, comment dire, donc dump sur l'euro-dollar, consolidation, ok. Et puis alors là, depuis le début de la semaine dernière, énorme pump, c'est-à-dire un dollar qui s'effondre face à l'euro, mais un dollar qui s'effondre tout court, hein. Et on vient de reperdre, donc là depuis la semaine dernière, 5,6%. Donc on a quasiment tout reperdu. Enfin, on a quasiment tout reperdu. On a tout reperdu, c'est simplement qu'on repartait d'une vague un peu plus haute. Mais donc, niveau hyper important, on vient d'arriver sur l'euro-dollar au niveau de cette résistance, c'est-à-dire que là, un petit peu comme sur le Nasdaq, et on en parle depuis quelques temps, on a retracé dans l'autre sens, en fait, hein, on a été récupérer toute la liquidité datant d'avant l'élection de Trump. C'est-à-dire que là, quand on regarde la mèche, là ici, elle est plus haute, hein, elle est plus haute que le niveau du dollar avant Trump. Donc on a récupéré toute la liquidité. Écoutez, l'espoir qu'on peut potentiellement avoir, c'est que en prenant cette liquidité, le marché va certainement nous faire un pullback. C'est à suivre. Mais ce qui est important, en tout cas moi ça m'étonne particulièrement, c'est que le dollar soit pricé de la sorte sur les marchés, alors qu'on n'a pas eu globalement. Si c'était suite à un événement type un discours de la Fed, un discours de Mr. Powell qui nous indique que bah oui, effectivement, on est en train d'avoir une inflation qui baisse, on est en train d'avoir un marché du travail qui est un petit peu moins résilient, donc on s'apprête à baisser les taux directeurs, le dollar perd de sa force, là rien n'aurait été étonnant. Là par contre ce qu'on a à l'écran, c'est vraiment, écoutez, comment dire, un marché qui anticipe, un marché qui price à l'avance ce type de baisse des taux qui pourrait arriver, ou tout simplement une baisse de l'inflation, une récession, des craintes sur l'économie. Donc voilà, le marché price sur le dollar clairement des craintes hein, en fait. Hein. Ce qu'on voit là à l'écran, c'est particulièrement des craintes. Pour aller un tout petit peu plus loin, si on regarde ici, pareil en daily, hein, les taux à 10 ans américains, on voit qu'ils se sont fortement détendus. Donc pareil, on anticipe potentiellement une baisse des taux sur les taux directeurs américains. Et ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine au moment des minutes de la Fed, au moment du discours de Jérôme Powell qui devrait, qui nous rendra en fait sa décision concernant les taux directeurs la semaine prochaine.
Voilà, pour l'introduction concernant comment dire, l'environnement global, hein, sur les taux, le dollar, voilà. Donc en fait, ce qu'on en retient, moi ce que j'en retiens, c'est, et là ce qui plane, hein, sur les marchés, c'est un profond sentiment d'incertitude. Le futur paraît imprévisible pour les investisseurs depuis que Trump est au pouvoir, avec tout le, sans revenir dessus, hein, mais avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique actuellement, avec la guerre commerciale en cours, avec les taxes douanières, bon là tout de suite c'est avec le Canada, mais avec les taxes douanières qui sont constamment remis sur la table, hein, en fait. Et donc ça c'est vraiment pas terrible. Pourquoi? Parce que ce futur imprévisible pour les investisseurs, les marchés, les investisseurs n'aiment pas du tout ça. Donc ça se traduit sur le Nasdaq, sur les autres marchés, on vient de le voir. Mais du coup, il ne faudrait pas quand même que ça dure de trop, parce que en fait, les boîtes de la tech américaine, les boîtes dans l'IA, le Nasdaq, c'était vraiment perçu comme très solide sur du moyen long terme par les investisseurs. Et là, en fait, ce qui serait bon, ce serait qu'on évite d'entamer trop profondément ce sentiment, parce que c'est pas terrible. Clairement, c'est pas... ça enlèverait quand même quelque chose au marché américain qui était particulièrement résilient depuis des mois, voire des années. Ok, donc voilà pour le narratif du moment qui malheureusement reste le même et voilà qui est pour le moment à suivre. Je vous propose qu'on regarde sans plus attendre le calendrier. Donc calendrier macro d'abord, hein. On en a parlé lundi. Aujourd'hui, journée très importante, hein, parce que cette semaine, c'est la semaine entre guillemets de l'inflation. Alors on a pas mal de rendez-vous, hein. Hier, on a eu les ouvertures de job, les JOLTS. Là, aujourd'hui, on va avoir le CPI, demain le PPI, et vendredi, c'est important, on a quand même le sentiment des consommateurs Michigan, et ça, c'est quand même à suivre, parce que c'est suivi par les marchés, et clairement, on peut s'attendre à 15h vendredi, à voir un mouvement généré par les algos notamment, et donc il faudra le suivre également. Là, on peut commencer par se concentrer sur notre CPI qui est attendu à 3,2%. On en a parlé précédemment. Donc on l'a eu à 3,3% le mois dernier. C'était très haut. Encore une fois, hein, l'inflation qu'attend la Fed, hein, ce qui est idéal, c'est 2%. On attend 3,2%, donc c'est élevé. Si on a une publication du CPI qui ressort en dessous, c'est-à-dire peut-être à 2,7, 2,8%, on pourrait se dire que le marché va potentiellement pricer ça à la hausse. Pourquoi? Parce que ça indiquerait que ce sera un élément, entre guillemets, qui va permettre à la Fed, à Jérôme Powell, la semaine prochaine, de nous annoncer une baisse des taux directeurs. Une baisse des taux directeurs qui va permettre donc à l'économie américaine de carburer tout simplement et de repartir à la hausse, de relancer la consommation, etc. etc. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va suivre. Il y a des probabilités à ce que ce CPI sorte en dessous de la prévision. Pourquoi? Parce que on l'a vu, hein, avec notre outil Trueflation qui nous indique constamment une inflation avec comment dire un mois et demi d'avance par rapport à ce qui est indiqué par la Fed. Trueflation c'est comme ce matin. Bon, malheureusement, il a un petit bug ce matin, l'outil. Maintenant, on l'a vu lundi. En fait, non, le voilà. Il met simplement un peu de temps à apparaître. Ok, donc si on regarde aux alentours, donc un mois et demi, aux alentours de par là, voilà, un tout petit peu avant début février. Voilà, exactement. 31 janvier, donc ça correspondrait à peu près, et on va potentiellement avoir une inflation. Moi, je m'attends à avoir une inflation qui soit publiée aux alentours des 2,7%. Maintenant, l'outil peut se tromper, donc on n'anticipe pas. Moi, pour ma part, toujours pareil, hein, sur ce type de moment, en fait, donc au moment de la news, hein, pour ma part, je serais liquide, absolument pas en position
et il en est hors de question. Pourquoi? Parce que c'est bien trop risqué. On ne sait pas de quelle manière le marché va pricer la publication. Donc méfiance. Maintenant, si on a une publication qui ressort à 2,7%, en dessous de ce qui est attendu, il est probable qu'on price ça à la hausse. Et donc on va regarder un peu après sur le graphique si on price à la hausse, ce que ça pourrait donner et ce que ça va nous ou sur quel type de point d'intérêt ça risque de nous emmener. Ok, on reparlera donc plus tard. Demain, on aura le PPI et puis vendredi, donc le sentiment Michigan. On en reparlera un petit peu plus tard. Si on regarde d'un point de vue micro, donc les publications de la journée, hop, voilà. Mercredi 12 mars, ce qui nous intéresse particulièrement, Adobe. Adobe, donc 21h05, un post-market, 5 minutes après la clôture. On va avoir la publication d'Adobe, Adobe qui est au Nasdaq, qui est un beau morceau du Nasdaq. Donc pareil à surveiller, je vous laisserai regarder. On peut avoir un petit mouvement sur le Nasdaq post-market, suite à la publication d'Adobe tout simplement. Donc voilà, pour la partie calendrier, faites attention à vous. Pour rappel, on vient de le dire, mais pour rappel, 13h30. Donc 13h30 heure de Paris, à 13h30 publication. L'ouverture se fera à 14h30. Moi, pour ma part, je ne traderai pas avant l'ouverture. Maintenant, faites comme vous le sentez, évidemment. Trader avant 13h30, après 13h30, pas de souci. Par contre, je vous déconseille de prendre une position, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, avant, à 13h29 par exemple, parce qu'on peut s'attendre à avoir un mouvement qui est relativement imprévisible et qui est d'envergure à 13h30 au moment de la publication du CPI. Ok, si on regarde un petit peu ce que nous a fait le Nasdaq dernièrement. Alors, on va faire un peu à l'inverse de d'habitude. Là, on le prend en 15 minutes. Et si on regarde la journée d'avant, alors d'hier et d'avant-hier, on va dire, mais d'hier, là, hier, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu prendre un gros point d'intérêt qui est mon 61,8% weekly, donc ici, qui est le haut de mon fair value gap. Alors, je passe d'un écran à l'autre. Là, on est en 4 heures, mais voilà, en 4 heures, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, on a un gros fair value gap daily. Là, actuellement, on est au-dessus d'un gros fair value gap daily qui nous sert de support. Hein. Ok. Donc, si on revient en 15 minutes, mon fair value gap daily, la borne haute correspond au 61,8 de 61,8% Fibo weekly. Ok. Donc là, ce 61,8, on a été le récupérer en session APAC. On a été le récupérer hier matin à 2h du matin, heure de Paris. Donc voilà, on a pris la liquidité à ce niveau-là. La réaction a été immédiate et c'est ce qu'on commence à constater. Hein. Donc là, on a eu une réaction immédiate. On est en 15 minutes, un tout petit time frame là à l'écran. Et donc, arrivé à ce niveau de liquidité, on a écrit hier le previous day low hein, que je vais indiquer ici. On a pris un rebond. Et puis on est revenu toujours pareil dans mes EMA là 15 minutes à l'écran. Ça a retravaillé, on est revenu travailler le haut de mon fair value gap daily avec le fameux 61,8, hein, on est revenu exactement dessus. Pareil, on peut constater quoi? Qu'on prend un rebond à ce niveau-là. Ok, donc ça c'est important de voir que là, on commence à être sur un niveau de support qui a l'air de tenir. Parce qu'évidemment, on va revenir dessus, on est fortement baissier sur le Nasdaq, pas de nouveauté. Mais là, on est quand même sur un support qui semble tenir. Ok, donc ça c'était pour vous montrer en 15 minutes, on va y revenir. Mais c'était pour avoir un petit peu l'action du prix de la journée d'hier. Si on revient le regarder en 4 heures, et même si on commence par le regarder en weekly, tout simplement. Voilà. Ok, weekly. Weekly, le voici. Donc weekly, on est rien de nouveau, hein. On a eu nos vagues. Donc là, si on regarde, on a quoi à l'écran? On a quoi à l'écran? On a 5 années à l'écran là. On a 5 années. Ok, donc là on a fait un W bottom. On a écrit un bottom ici aux alentours des 10 000, des 10K. Donc mine de rien, 50% de hausse
enfin non, pardon, même 100% de hausse là, hein, sur le Nasdaq depuis cette période. C'est impressionnant quand on prend un peu de recul comme ça quand même, parce que mine de rien, en 2022, on était à 10K. On était exactement à 10K. Donc si on regarde depuis 2022, on a quand même fait 112% de hausse sur le Nasdaq, et ça, faut quand même l'avoir en tête, hein, parce que c'est quand même impressionnant. Donc là, W bottom, 2022, on avait trouvé un bottom, hein, et puis ensuite, vague haussière. Donc une vague, deux vagues, enfin une vague de correction, donc 1, 2, 3, 4, 5 vagues qui s'essoufflent, et là, on est en correction. On est en correction maintenant depuis 4 semaines, la quatrième bougerie n'est pas finie d'écrire, évidemment, mais on est en correction depuis 4 semaines. Les EMA, on rentre fortement dedans en weekly. Donc forte correction sur le Nasdaq. Si on regarde bien, on a depuis le début de cette correction, on a quand même été jusqu'à faire moins 14%. Là, c'est une mèche, hein, donc là, on est en train de remonter. On est à moins 12,2%. Mais moins 14%, ça fait beaucoup. Hein. Pour le Nasdaq, ça fait beaucoup. On est dans les EMA weekly. Rien n'indique, là, au point où on en est, hein, rien n'indique qu'on ne va pas venir chercher le bas de nos EMA. Hein. Le EMA 100, là, on peut tout à fait venir la travailler et puis retravailler évidemment dans mes EMA. Si on regarde en daily, alors daily, hop, on va faire ça comme ça, voilà. Et oui, daily, donc on a plié les EMA, on a cassé la SMA. Une fois, donc on a résisté un petit peu hein, sur la SMA. Ensuite, on a eu un mouvement. Là, qu'est-ce qu'on vient d'avoir en début de semaine? En daily, on a eu une énorme imbalance là ici. Donc ouverture de la journée en haut, clôture en bas. On est sur un corps qui est très long, qui nous laisse un fair value gap. Alors fair value gap que oui, alors on va zoomer un peu. Voilà. Ça devient sapin de Noël en daily, excusez-moi. Hein. Pour le coup, ça commence à être un sapin de Noël. Mais fair value gap que je vais indiquer ici, qui est mon fair value gap daily. Voilà. Et dans lequel on retrouve un autre fair value gap 4 heures. On va en parler dans 2 minutes. Donc voilà, on va enlever un peu le sapin de Noël, faire un petit peu de propre. Ok. Voilà. Ok, mais donc pour revenir à mon daily, on est, voilà, on est sur un mouvement qui est fortement baissier. Grosse imbalance ici. Là maintenant, on commence à avoir on a une toupie, hein, une grosse toupie quand même, mais on a eu une toupie hier. Hein. Donc mine de rien, hier, ce qu'on peut lire sur le prix d'hier, ce qu'on voyait en 15 minutes, hein, on peut y revenir, mais on est sur de l'indécision. Donc la journée d'hier, elle indique ça. Si on regarde là en 15 minutes, globalement, la journée d'hier, on a fait quoi? On a fait du canal. Donc on a dû ouvrir mardi. Hop. Voilà, donc clôture de lundi ici. Écoutez, si on regarde bien, on a clôturé lundi exactement, allez, à quelque chose près, hein, au niveau de prix auquel on est maintenant. Donc depuis la clôture de lundi, c'est-à-dire toute la journée d'hier et la matinée, on est en train d'évoluer dans un canal. On évolue dans un canal, on va prendre des stops en bas, on va prendre des stops en haut, voilà. Et puis on a surtout, après avoir pris des stops en bas, après avoir pris des stops en haut, on voit qu'on est surtout dans une contraction du prix. Donc là, en fait, à mes yeux, le marché, il est tout simplement en train d'attendre. Hein. Il est en train d'attendre une publication CPI. Il attend que quelque chose se passe parce que là, il a strictement rien à pricer et donc il attend notre publication pour savoir de quel côté il va éclater. À mon sens, c'est un petit peu ça. Maintenant, de quel côté il va éclater, de quel côté il va partir, ça me paraît pas évident de le dire comme ça. Et est-ce que vraiment, s'il doit partir par exemple au nord, est-ce que vraiment il serait capable d'éclater, entre guillemets, d'exploser à la hausse? Malheureusement, c'est pas l'impression que ça me donne. Donc si on regarde, cette fois-ci, on revient sur du 4 heures.
4 heures, on voit qu'on évolue depuis le tout début, depuis 3 semaines, on évolue dans mon canal baissier. On reste dessus. Donc là, hier, on a été un tout petit peu, on l'a débordé un petit peu, on a débordé la borne basse de mon canal baissier. Néanmoins, on est revenu dedans et on est en train de revenir travailler la borne médiane. Donc là, je m'attends à ce que, jusqu'à la publication, qu'on travaille vraiment de manière, qu'on latéralise, tout simplement, pour revenir sur cette médiane. Maintenant, selon la publication, si la publication, comme on le pense, comme on peut le penser, si vraiment le CPI ressort en dessous de ce qui est attendu, potentiellement, on repartira au nord. Alors, au nord, c'est très simple. Tout ce que vous avez sur mon graphe, que je vais poster après sur le groupe Facebook, vous retrouverez tous les points d'intérêt. On n'a pas perdu un fair value gap depuis le début de la baisse au nord. Donc au nord, on a des zones de liquidité, on a des zones à travailler au nord à n'en plus finir. La première zone, si on regarde, du coup, on va peut-être regarder en 1 heure, ce sera un peu plus parlant, voilà. Donc ma première zone, elle est là. Elle est là, on a un fair value gap 4 heures. Quand je mets simplement fair value gap, qu'il n'y a pas d'unité de temps à côté, c'est des fair value gap 4 heures, pour rappel. Donc on a un fair value gap 4 heures au nord, qu'on a été travaillé hier. Quand je parlais de prendre des liquidités hier au nord, on a été prendre la borne, on a clôturé en 1 heure exactement sur la borne basse de mon fair value gap 4 heures et on a mis la mèche au niveau de mon fair value gap daily. Ok? Donc 2 fair value gap pour le moment qui font le travail et qui renvoient. Comme tous les fair value gap au nord. Incroyablement, ils font le travail et ils renvoient le prix. Maintenant, est-ce qu'on va réussir tant bien que mal un jour à casser un fair value gap au nord et à commencer à écrire un retournement de tendance, à casser les structures et puis à commencer à repartir un petit peu dans l'autre direction? Peut-être. Est-ce que ce sera aujourd'hui avec le CPI? Peut-être également. On va voir. Donc là, ce à quoi on peut s'attendre si on part au nord, les points à travailler, les premiers, ça va être effectivement, alors tout d'abord, mais tout converge, on a la borne médiane de mon canal baissier. Ensuite, on va avoir la borne basse de mon fair value gap 4 heures, puis borne basse de mon fair value gap daily. On a le 50%, la médiane de mon fair value gap 4 heures qui correspond exactement au 50% weekly FIBO. Ensuite, on va avoir le 50% de mon fair value gap daily et puis les 2 bornes hautes là, les 2 bornes hautes qui correspondent quasiment des 2 fair value gap. Ok, donc là si on revient sur des niveaux pareils, les bornes hautes, ça voudrait dire qu'on fait un pump de 2% au nord. C'est pas impossible. Il y a rien qui... C'est absolument pas impossible qu'on vienne travailler ces niveaux de prix. Ça nous ramènerait à peine dans le haut du canal baissier. Donc pour moi, il y aurait rien d'impossible à revenir travailler ce type de niveau et du coup faire, si on prend ma plume, là voilà, avec un CPI, là, venir travailler des niveaux comme ça... Et puis potentiellement ensuite retracer un petit peu et voir si on arrive par la suite à enfin casser mon canal baissier. On va voir. Donc scénario à avoir en tête, le retournement entre guillemets. Est-ce qu'on va aller travailler nos fair value gap au nord ou est-ce que au contraire on va peut-être venir uniquement les travailler pour y prendre le contre-pied et puis revenir prendre ici mon previous Monday low, donc le plus bas de lundi. Ici, prendre comme on le fait jour après jour la liquidité du previous day low et puis et rentrer pour de vrai dans mon fair value gap daily au sud qui tient pour le moment et certainement venir y prendre le 50%. Peut-être. Donc à suivre. Bon, encore une fois, le point positif, c'est que là, on est à un niveau de prix, donc on est en 1 heure là, oui, on est en 1 heure. Là, on est à un niveau de prix où encore une fois, on a énormément de points d'intérêt. Donc les points d'intérêt au nord, on vient de les voir, mais ici, tous mes points d'intérêt qui sont là. Mes points d'intérêt au sud, le previous Monday low,
Alors le 61.8 qui correspond, le 61.8 weekly qui correspond à la borne haute de mon fair value gap daily, qu'on a du mal à casser pour le coup, hein, qui fait vraiment le travail. Mon previous day low qui est mon plus bas finalement, hein, écrit depuis le début de cette baisse. Ensuite, évidemment, si on revient par là, on surveillera quand même mon canal baissier, mais surtout on va surveiller ici, donc le 50% de mon fair value gap daily. Ensuite, on a encore on a encore la borne basse du fair value gap daily. Là, on a des points d'intérêt, on a des zones de retournement potentielles à foison à surveiller aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc moi, pour ma part, c'est de cette manière-là dont je vais travailler cet après-midi, hein, en scalping. Et donc, je surveille ces points-là. Je surveille mes EMA, mes SMA sur multitude d'unités de temps, donc sur du 10 secondes, sur du 1 minute, du 5 minutes, du 15 minutes, et puis ensuite évidemment les 1 heure et 4 heures qu'on voit à l'écran. Et puis voilà, bah, tout simplement, je vais prendre constamment des appuis sur des supports, des appuis sur des résistances, et je rentre en position pour prendre le retournement. Pour ma part, je le trade de cette manière-là cet après-midi. Pour vous, bah écoutez, selon ce que vous faites, surveillez bien ces niveaux clés, hein, toutes ces zones clés qui sont des potentielles zones de retournement. Et puis ensuite, évidemment, on prend le mouvement, on va prendre le mouvement si on regarde en 15 minutes, hein, pour donner un exemple, voilà, d'un mouvement hier. Et bien tout simplement, quand on est sur un mouvement comme ça, si hier on trade, voilà, si on trade, comment dire, à 20h, hein, hier soir, si on trade la dernière heure, l'heure de clôture, et ben en fait, on a eu toute cette hausse en 15 minutes, on va tracer, on va indiquer mes niveaux de Fibonacci dessus, et là on voit que les gros niveaux ont été retracés, donc on est venu prendre support sur le 61.8. Donc voilà, potentiellement attendre ce type de niveau pour y prendre un rebond. Et donc moi c'est comme ça que je trade l'après-midi, hein. Donc là ici, potentiellement, je vais me mettre, hop là, ouais, ici. Je vais me mettre ici en longue, prendre le rebond. Effectivement, il y a le 50% juste après, donc là pour le coup ça fonctionne vraiment bien. Je sors avant le 50%. Et puis on va attendre que ça retrace de nouveau. Bon, voilà, c'est des points comme ça, des rebonds comme ça qui sont à prendre en scalping l'après-midi. Écoutez, j'espère que c'est très clair pour vous, que vous avez bien, je vais vous poster le graphe, donc vous retrouverez tous les points d'intérêt à surveiller. Le prix travaille de manière très technique, hein. Alors là, attention, hein, parce qu'à 13h30, il ne va pas fonctionner de manière technique. Là, il va y avoir un pump ou un dump probablement en fonction de ce qui va être publié. Donc attention à la publication, mais pour le reste du temps, il a tendance à travailler de manière très technique, à fonctionner de manière très technique, le Nasdaq en ce moment. Donc c'est un bon point, il y a de quoi faire du day trading, il y a de quoi faire du scalping. Sur des unités de temps plus longues, là par contre, j'en ai parlé, on est sur quelque chose d'assez imprévisible. C'est l'incertitude qui règne. Moi, en ce moment, je ne vais clairement pas vous conseiller de faire du swing trading sur le Nasdaq. Là, il faut travailler sur des unités de temps relativement courtes, à des horaires, notamment la première heure d'ouverture, donc 14h30 en heure de Paris, 14h30 en ce moment jusqu'à 16h, c'est vraiment pas mal. Les heures de clôture également, donc du 19h30, 21h, c'est pas mal non plus. Voilà pour ma part ce à quoi je m'attelle en ce moment, et pour le coup ça fonctionne normalement pas trop mal, même si ça reste très dur parce que le scalping ça reste la façon de trader entre guillemets la plus difficile. Écoutez, si vous avez des remarques, s'il y a des éléments que j'ai oubliés, que je n'ai pas vus, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires s'il vous plaît. Si vous avez des questions également, mettez-les dans les commentaires et je répondrai tout simplement demain ou après-demain à la prochaine vidéo. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée, un bon trading, soyez bien prudents et puis à demain.